Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 135e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de Marika Stimac, écrit en 2022, qui s'intitule Keys to Financial Confidence, donc les clés vers ta confiance financière. Ce livre-là vise à offrir à la personne qui le lit, bien sûr, les outils et les connaissances pour développer une confiance financière et vivre la meilleure vie qui nous est possible. Marika Stimac, c'est une experte en finances personnelles. Elle partage dans ce livre-là ses expériences, ses stratégies pour aider chacun de nous à prendre le contrôle de ses finances. Donc, le premier point, le premier élément de synthèse plutôt aujourd'hui, c'est comprendre sa situation. Donc, c'est le premier point clé abordé par l'auteur dans le livre. Et ce point-là, c'est l'importance de comprendre sa situation financière actuelle avant de pouvoir progresser vers une meilleure gestion et une plus grande confiance financière. L'auteur explique que pour améliorer ses finances, il faut d'abord avoir une vue claire de sa situation actuelle et ça inclut la création d'un budget, la compréhension de ses dépenses et revenus et l'identification de ses dettes et de ses actifs. Donc, première étape pour comprendre sa situation, c'est de créer un budget. Donc, pour elle, c'est une étape essentielle. Elle recommande de définir des catégories pour vos dépenses, comme le logement, l'alimentation, le transport, les loisirs, et de fixer des limites de dépenses pour chacune de ces catégories-là. Un budget va vous aider à vivre selon vos moyens pour éviter de vous endetter, bien sûr. Elle dit, supposons que vous gagnez 4 000 $ par mois, vous pourriez allouer 1 000 $ pour le logement, 600 $ pour la nourriture, 300 $ pour le transport, ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque dollar soit assigné à une catégorie spécifique. Ça va vous aider à éviter les dépenses impulsives et à économiser pour des objectifs futurs. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter l'investissement dans votre budget, sinon il ne vous restera pas grand-chose au bout de la ligne pour investir. Deuxième élément qu'elle aborde, c'est l'évaluation des dettes. Donc, elle souligne l'importance d'évaluer toutes vos dettes, y compris les prêts étudiants, les hypothèques, les cartes de crédit et tout autre type de dettes que vous pourriez avoir. Connaître les taux d'intérêt, les paiements mensuels puis les soldes qui vous restent à payer, c'est crucial pour elle afin d'élaborer un plan de remboursement qui est efficace. Si vous avez plusieurs dettes, elle dit de vous concentrer d'abord sur le remboursement de celles avec le taux d'intérêt le plus élevé, comme moi je suggère également, je trouve que c'est la meilleure approche, comme une carte de crédit avec un taux de 18%. Une fois cette dette-là remboursée, vous pouvez réorienter ces paiements-là vers la prochaine dette qui est la plus coûteuse. Elle parle ensuite d'évaluation des actifs, donc elle recommande de faire un inventaire complet de vos actifs, comme vos comptes épargne, vos investissements, vos biens immobiliers, etc., comme je fais un petit peu aux 3 mois sur le podcast. Elle dit que savoir ce que vous possédez va vous aider à déterminer votre valeur nette et à planifier pour l'avenir. Donc, mettons que vous possédez une maison à peu près évaluée à 250 000 $ avec une hypothèque restante de 150 000 $, mais votre équité de la maison est de 100 000 $. Ajoutez à ça vos économies, donc votre CELI, votre compte épargne, votre REER et tout autre bien, tout autre actif pour avoir une vision claire de quelle est votre valeur nette. Enfin, elle suggère d'utiliser des outils financiers comme des logiciels de budget, des applications de suivi de dépenses et de consulter des professionnels du domaine financier pour mieux comprendre et gérer vos finances si vous en avez besoin. Pour ce premier point-là, je suis d'accord avec l'auteur sur l'importance de clarifier sa situation actuelle. Sans comprendre cette situation financière-là, c'est difficile de faire des choix éclairés ou de se fixer des objectifs réalistes. Personnellement, vous le savez, je suis un cordonnier mal chaussé, j'ai pas de budget, mais j'ai maintenant un plan de dépenses. Donc, j'essaie de diriger chaque mois X $ sur mon CELI, X $ pour l'investissement pour mes filles, X $ pour regarnir le fonds d'urgence aux besoins et certains projets court, moyen terme, à peu près moins de 5 ans, là. Exemple, la toiture de la maison. Le reste, je peux me gâter si je suis capable de me gâter. Donc, identifier les actifs aussi, je trouve ça important pour moi afin de motiver. Puis c'est ce que je dis aux gens souvent. Si vous faites un bilan de votre actif net, vous allez le voir grossir la plupart du temps. Puis ça, c'est motivant de voir que, je pense que c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, mes rendements avaient fait comme 42 000, 34 000, je ne sais pas trop. C'est quand même la moitié de mon salaire net. Là. Ça veut dire que c'est comme si j'avais travaillé une demi-année, comme si quelqu'un avait travaillé une demi-année pour moi. Donc là, ça devient vraiment motivant d'investir.
Deuxième élément de synthèse du livre, c'est se fixer des objectifs clairs. Donc, c'est des éléments qu'on a déjà discutés ici et là dans le podcast. Mais pour elle, il faut que les objectifs que tu te fixes soient clairs, mais également réalisables. Donc, elle souligne que définir des objectifs qui sont SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement situés, c'est essentiel pour progresser financièrement. Que ce soit pour rembourser des dettes, épargner pour un achat important là, ou investir pour l'avenir, des objectifs clairs vont vous fournir une direction et une motivation. Je pense en effet que se fixer des objectifs financiers, c'est une étape cruciale pour toute réussite financière. Ça permet de rester concentré et de mesurer le progrès que vous avez réalisé au fil du temps. Donc, si votre objectif, par exemple, est d'épargner 10 000 $ pour un fonds d'urgence en 2 ans, ça signifie ça d'épargner environ 417 $ par mois. En divisant cet objectif-là en étapes plus petites, comme des épargnes mensuelles, ça devient plus gérable et moins intimidant que de dire « je veux épargner 10 000 $ en 2 ans ». Le troisième élément de synthèse, c'est développer de saines habitudes financières. Donc, l'auteur insiste sur l'importance des habitudes quotidiennes dans la gestion des finances personnelles. Ça va inclure des pratiques comme l'automatisation des économies, donc des virements automatiques, la réduction des dépenses inutiles, donc un peu plus de frugalité, et la révision régulière de ses finances. Donc, le premier élément, c'était automatisation des économies. L'auteur recommande de faire des virements automatiques pour s'assurer que vous mettez régulièrement de l'argent de côté sans y penser. Donc, on a déjà jasé souvent, mais en configurant ces virements-là de façon automatique de votre compte chèque vers un compte épargne ou un compte d'investissement, vous économisez de manière systématique et constante. Et ça, c'est une stratégie efficace parce que ça élimine la tentation de dépenser l'argent et ça rend l'épargne, l'épargne devient une habitude sans effort, ou presque. Donc, exemple, supposons que vous configurez un virement automatique de 200 $ par mois vers votre compte d'épargne, mais après un an, vous allez avoir économisé 2 400 $ sans même y penser, ce qui peut constituer un fonds d'urgence ou une contribution à un objectif d'épargne plus important que vous êtes fixé dans vos objectifs plus tôt, justement. Le deuxième élément, c'était réduire les dépenses inutiles, donc faire preuve d'un peu plus de frugalité. Stimac, elle insiste sur l'importance de passer en revue régulièrement vos dépenses pour identifier et éliminer les coûts inutiles, les dépenses inutiles. Ça peut inclure des abonnements qui ne sont pas utilisés réellement, des repas au restaurant qui sont trop fréquents ou des achats impulsifs. Réduire les dépenses inutiles, c'est crucial pour libérer de la liquidité qui peut être mieux utilisée pour épargner ou pour investir. Ça demande une certaine discipline, mais les bénéfices à long terme sont significatifs. Donc, supposons que vous trouvez un abonnement de gym, une salle de muscu que vous n'utilisez plus, mais qui vous coûte 50 $ par mois. En annulant cet abonnement-là, vous pouvez économiser 600 $ dans l'année que vous pouvez réinvestir ailleurs. Ça, c'est l'exemple de l'auteur. Si c'était moi, je ne couperais pas dans le gym en premier, je ferais juste y aller. La santé est pas mal plus importante que les finances, mais si vous préférez faire autre chose comme activité physique qu'aller au gym, c'est bien correct. Mais bouger, ça c'est mon côté, bien sûr, professeur en sciences d'activité physique, mais je ne suis pas d'accord de couper dans le gym, mais vous comprenez le principe, c'est couper dans des dépenses qui ne vous apportent pas grand-chose. Elle parlait aussi de tenir un journal des dépenses. Donc, pour elle, c'est une autre habitude qu'elle recommande. En notant chaque dépense, même les plus petites, vous pouvez avoir une vue d'ensemble claire de vos habitudes de consommation et identifier les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer. Donc, cette pratique-là peut sembler assez lourde, mais selon l'auteur, c'est extrêmement utile pour comprendre où va votre argent et prendre des mesures correctives si c'est nécessaire. Ça vous aide aussi à faire votre budget. Exemple concret, vous pouvez utiliser une application de gestion des dépenses ou un simple carnet pour noter toutes vos dépenses à chaque jour. Après un mois, vous pouvez analyser ces dépenses-là et réaliser peut-être que vous dépensez trop en café, ce qui pourrait vous inciter à préparer votre café à la maison et à économiser. Je n'ai pas la rigueur pour tenir un journal des dépenses. Je suis rigoureux dans bien des choses, mais pas pour suivre mes dépenses. Donc, je vous rapporte les propos de l'auteur, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait personnellement. Mais c'est sûr que, moi, je suis rendu à un stade où il faut que j'apprenne à dépenser. C'est ça mon problème. Donc, c'est sûr que ça serait un peu contre-productif de commencer à calculer toutes les dépenses que je fais si moi, je suis un peu stressé de dépenser. Mais si tu es au début de ton parcours financier et que tu essaies de te construire justement un patrimoine ou de rembourser tes dettes, bien là, peut-être ça peut être plus intéressant de tenir un journal de dépenses là, pour être capable de dégager plus de liquidité et d'augmenter ton patrimoine plus rapidement. Il y a quelques semaines, j'avais proposé de faire de la publicité sur le podcast pour éliminer les publicités automatiques de Spotify. Je vais vous avouer, ça ne s'est pas précipité pour acquérir ces publicités-là.
Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est 50% de rabais sur le prix habituel pour faire de la publicité, soit pour les services que vous offrez, le produit, ou pour donner de la visibilité à votre entreprise. Donc, pour les 2 prochains mois, 50% de rabais et c'est plus de 30 000 personnes qui écoutent le podcast à chaque mois. Donc, faites-moi signe en privé si ça vous intéresse. Quatrième élément qu'elle aborde dans ce point-là, c'est de planifier ses achats. Donc, ce que l'auteur fait, c'est qu'elle recommande, en particulier pour les gros achats, de planifier ces gros achats-là pour éviter de faire des dépenses impulsives et de bénéficier des meilleurs prix possibles. Donc ça va inclure la recherche de bonnes affaires, d'attendre les soldes, puis d'utiliser, quand on va faire du magasinage ou de l'épicerie, d'avoir une liste. J'ai pas le titre, j'ai pas le bon mot, mais une liste d'épicerie, c'est bien ça. Une liste d'épicerie ou une liste de magasinage. Donc si vous prévoyez par exemple acheter un nouvel appareil électroménager, un frigidaire, comparez les prix en ligne, puis attendez les promotions comme le Black Friday ou utilisez des coupons ou des cartes de fidélité pour obtenir le meilleur prix possible ou attendez juste que ça tombe en solde. Donc, des fois, on a le luxe d'attendre, mais des fois, on ne peut pas attendre. Si la laveuse brise demain matin, il faut que je remplace ma laveuse. Elle termine cet élément de synthèse-là avec le point de réviser régulièrement ses finances. Donc, elle dit, elle, au moins une fois par mois pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers. Ça va inclure la révision des dépenses, également le taux d'épargne et où en sont vos investissements. Donc, j'ai une prise de position ici par rapport à ce qu'elle dit. Je trouve que le meilleur salaire de l'heure que vous allez avoir de votre vie, c'est de réviser régulièrement vos finances, de vous occuper de vos finances. On a fait le calcul dans quelques épisodes, puis c'était, il me semble, entre 400 et 1200 pièces de l'heure, je ne sais plus trop, mais il me semble que c'était en haut de 1000 pièces de l'heure si tu passais 1 heure par mois à juste gérer tes finances. Donc, l'auteur parle de planifier une réunion mensuelle avec vous-même pour passer en revue votre budget, vérifier vos comptes bancaires, vos investissements et ajuster votre plan si c'est nécessaire. Ça va vous permettre de rester proactif et de prendre des décisions financières qui sont éclairées. Donc, pour ce deuxième élément de synthèse-là, qui était développer des saines habitudes financières, je ne peux pas être plus... on ne peut pas être contre la vertu. Je suis d'accord avec l'auteur que ces habitudes financières-là, c'est la base d'une bonne gestion. Comme les habitudes de vie, avec le sport, l'alimentation, le son pour notre corps. Ça revient à l'épisode 31 avec Atomic Habits. Éliminer la tentation de dépenser en automatisant toutes vos choses, c'est la base selon moi si vous avez de la misère à épargner. C'était pas le deuxième point de synthèse, c'était le troisième. Donc là, on arrive au quatrième qui s'intitule « Investir pour l'avenir ». Donc le quatrième point, là, c'est vraiment de penser à l'avenir dans vos investissements. Puis ce que l'auteur explique, c'est que l'investissement, c'est crucial pour bâtir une richesse à long terme. Elle discute de différentes options d'investissement comme les actions, les obligations, les fonds communs et comment chacun peut commencer à investir en fonction de ses objectifs et de son aversion au risque. L'investissement, c'est essentiel selon elle pour faire fructifier son argent et atteindre ses objectifs financiers à long terme. Même des petites sommes investies régulièrement peuvent croître de manière significative grâce au rendement composé qu'on a jasé quelques fois depuis le début du podcast. Donc, par exemple, investir 200$ par mois dans un fonds indiciel avec un rendement annuel moyen de 7% peut se transformer en environ 48 000 $ après 10 ans grâce à l'effet des rendements composés. Donc, c'est le double de ce que tu aurais eu à la base si tu n'avais pas investi. Donc, si tu avais juste économisé, tu aurais eu 24 000, mais là, tu as investi, donc tu es à 48 000. Je peux aller dans le détail ici pour investir pour l'avenir parce que ce sont des véhicules d'investissement qu'on a déjà jasé sur le podcast. Mais au besoin, écoutez l'épisode 100 qui fait la synthèse un peu de tout ce qu'on a parlé d'investissement depuis le début du podcast. Enfin, le cinquième et dernier élément de synthèse du livre, c'est éducation financière continue. Donc, l'auteur souligne que le monde financier est en constante évolution et c'est crucial de continuer à apprendre puis à s'adapter. Ça inclut la lecture de livres, la participation peut-être à des formations pertinentes et la consultation de ressources en ligne ou de podcasts pour rester informé sur les meilleures pratiques et les nouvelles opportunités. Vous savez bien sûr que je pense que l'éducation financière continue, donc tout au long de sa vie, c'est indispensable pour optimiser ses décisions financières. Plus on en sait, mieux on peut naviguer dans la gestion de son patrimoine ou dans la compréhension de ce que fait notre professionnel. En fait, pour moi, c'est la première étape de toute personne qui veut commencer à améliorer sa situation financière. Mais si vous écoutez l'épisode 134, ça, vous le savez déjà, donc je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps que ça. Donc, j'arrive à la conclusion. Le livre Keys to Financial Confidence de Marika Stimac
Pour moi, il y a des pistes pour prendre le contrôle de ses finances et vivre une meilleure vie. Les 5 points clés qu'il faut retenir, là, qu'on a vu aujourd'hui, c'est comprendre sa situation financière, se fixer des objectifs clairs, développer des habitudes financières saines, investir pour l'avenir, donc à long terme, et s'éduquer financièrement tout au long de sa vie. J'en suggère pas la lecture rendue ici là, dans votre cheminement financier, en tout cas dans le mien. C'est des trucs qui ont déjà été amplement discutés et traités dans des livres qui étaient généralement plus intéressants. Qu'est-ce que je retiens quand même de tout ça, le key point? Encore une fois, automatisez vos virements pour vos différents projets, donc que ce soit un virement automatique pour l'investissement, pour réparer la toiture dans 10 ans, pour faire un voyage à Disney dans 5 ans, pour changer de voiture dans 4 ans, pour remplir votre fonds d'urgence. Automatisez tout ça, ça va vous simplifier la vie. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre Let's Retire Young, donc Prenons notre retraite jeune, écrit par Gregory Loughin en 2023. Et je vous présente ce jeudi 20 autres actions qui n'ont pas passé l'étape 1 de mon outil d'analyse, et ça inclut Nike et Coca-Cola. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.